Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel était le contexte, qu'est-ce qui a motivé l'opération ou les opérations Cœur de Village que vous avez menées? Merci. Oui, ben c'est très facilement, c'est le PLU. On a fait un PLU dans la commune à partir de 2005 et l'opportunité de faire le Cœur de Village derrière, c'est-à-dire d'aménager certains bâtiments en créant des logements ou en les améliorant, nous permettait également de prendre en compte les entrées de village, etc., pour faire des aménagements. Donc on a lancé l'opération à ce moment-là. Elle ne s'est pas faite dans le bon sens, parce qu'il y a eu des problèmes après à cause de l'opération qu'on est en train de mener là. Et on a comment je peux vous dire, repris cette opération-là en l'intégrant dans la nouvelle opération. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber la première opération Cœur de Village, et M. Patria a bien voulu que l'on intègre dans cette nouvelle opération. On ne pouvait pas en mener deux de front de toute façon, question de finances. Et voilà pourquoi on a démarré là-dessus. D'accord. Donc cette décision, on est en quelle année là 2005 à 2010. Parce que notre PLU a mis énormément de temps à se faire parce qu'il y a eu de gros problèmes, etc. Bon, ça, chacun en a eu chez soi. Hein. On les a résolus. Et en 2010, c'est parti. Et ensuite, on a eu d'autres problèmes sur la réhabilitation de ce document-là. Mais M. Patria nous a encore aidé une fois en relançant les aides un an de plus, et c'est bon. D'accord, donc ça s'est fait en deux phases. Hein. En deux phases, oui. D'accord. Même peut-être trois, hein, si vous voulez bien, parce que... D'accord. Donc, vous étiez, donc à l'époque, peut-être resituer peut-être aussi un peu l'histoire de votre village. Vous étiez plutôt en perte de population jusqu'à un certain... Non, justement, le village était en train de prospérer, c'est-à-dire que dans les années 2000 à 2008, on a eu comme 40 maisons qui se sont construites et tout. Et donc il était opportun effectivement de faire le PLU pour ne pas manger trop de terrain, comme on disait ce matin, là, hein, donc ne pas trop s'étendre, et garder des zones qui soient urbaines, agricoles, naturelles, boisées, etc. D'autant qu'on est coincé d'un côté par la plaine inondable et de l'autre par la forêt et l'agriculture. Mais malheureusement, on a perdu tous les maraîchers. D'accord. Donc il y avait une activité maraîchère en fait oui. dans ce village. Oui. Alors moi je parlais de perte de population parce que je me calais avant les années. Et puis vous avez aujourd'hui la construction de ces 40 maisons. Donc vous aviez une demande en fait. Oui. C'est des gens qui travaillent à Dijon. C'est une population active qui travaille à Dijon. Moitié. C'est des enfants qui sont revenus dans le village parce qu'ils étaient éparpillés en France, enfin sur le territoire, et ils sont revenus travailler sur Dijon, Dole, etc. Et ils ont préféré bâtir sur leur village d'enfance. Donc moitié-moitié. Les autres, oui, effectivement, c'est des gens qui viennent de Dijon, Saint-Apollinaire, etc. Voilà. D'accord. Il faut préciser aussi qu'il n'y a pas de commerce dans votre village. Vous êtes tout proche, vous êtes à 5 km d'Auxonne, c'est ça, oui, 5-6 km? Fait. Donc il n'y a plus de commerce. La dernière boulangerie a fermé il y a 4 ans. Et puis malheureusement, le fournil n'a pas pu être repris. Vétusté, problèmes, difficultés, machin, etc. Donc maintenant, c'est des boulangers itinérants qui viennent nous ravitailler. Ou autrement, bah oui, on va sur Auxonne 4 km. D'accord. Comment font les personnes âgées à Athée pour aller faire leurs courses comment ça se passe? Pour celles qui souhaitent aller faire leurs courses, il y a un véhicule de la communauté de communes, un livre-service, là, qui vient les chercher, qui les emmène sur Auxonne et qui les reprend 1-2 heures après et qui les met à domicile. D'accord. Donc je fais le lien avec l'intervention de ce matin qui était très, très pertinente. Hein, voilà. Oui. Non, mais ça marche bien. Autrement, il y a l'entraide classique entre les gens. D'accord. Je vous invite à préparer, si vous avez des questions, j'entends des réactions derrière moi, si vous avez des questions tout à l'heure pour nourrir les échanges, qu'on ait de beaux échanges, n'hésitez pas. Très bien. Je vous propose de passer la parole à Daniel Le Riche. Daniel Le Riche, merci. Alors, voilà. Oui, alors, quel était le contexte? Pardon. Donc, on est en 99. Hein, vous rentrez dans l'opération Cœur de Village. Vous êtes maire depuis quelle année 95. D'accord. Très bien. Pardon, je vous ai coupé la parole. Oui, donc j'ai accepté bien volontiers de faire part d'une expérience vécue et qui s'est déroulée de 1990 à 2014, mais je pourrais aussi dire qui ira jusqu'en 2020.
Et c'est depuis 1990 à 1995, l'équipe municipale qui a été élue a pris conscience, évidemment, du manque d'attractivité de la commune, village peu accueillant et qui avait vieilli. Alors en conséquence, évidemment, eh bien, comme dans toutes les communes de France, eh bien, c'est l'exode rural qui commence à se faire sentir, la baisse de la démographie d'ailleurs. Et puis nous avions perdu 120 habitants en 5 ans. C'était quand même très important. Il y avait les commerces qui fermaient. Il y avait aussi un risque pour les services, c'est-à-dire les écoles, la gendarmerie, la poste, un manque d'effectifs au CPI, donc un centre de première intervention. Et pourtant, la commune avait vraiment des atouts. On est traversé par le canal la commune est traversée par le canal du centre, ce qui apporte quelque chose de très, très accueillant pour le tourisme et le tourisme fluvial. Et puis, nous sommes au carrefour de 2 départementales, ce qui nous permet d'avoir eh bien, des gens qui habitent sur la commune et qui peuvent partir soit au nord, à l'est, à l'ouest et à l'est, c'est-à-dire Châlons, Autun, Monceau et Beaune-Dijon. Nous avions aussi une ligne SNCF qui était encore ouverte. D'ailleurs, on peut toujours prendre le train, mais il n'y a plus de guichet. Et puis, cette gendarmerie que nous avons conservée, puisque nous ne sommes pas chef-lieu de canton, nous sommes simplement centre-bourg, et il est rare en France de trouver une gendarmerie dans un centre-bourg. Donc, nous avions souhaité regarder cette gendarmerie, et pour cela, il fallait donc accroître notre population. La Poste, c'est pareil. Les maires de France, dans les petites communes, savent les problèmes qu'ils ont avec la Poste, qui bien souvent les quitte. Nous avions aussi les services de santé, de médecins, pharmaciens, voilà, kinés, et puis une zone d'activité qui avait été remplie depuis 1983 avec 130, oui, il y avait 130 actifs. Et donc ce CPI dont je vous parlais, qu'on voulait aussi conserver. Voilà, et c'est une décision donc qui a été prise collégienne avec le nouveau conseil municipal de dire il faut que notre cœur de village revive, il faut qu'on récupère des habitants, c'était une nécessité, sinon on allait sombrer avec la perte, puisque dans les années 1880, nous avions jusqu'à 2400 habitants. Vous voyez que la chute a été quand même pas rapide au départ, mais elle s'est accentuée et vers la fin, dans les années 1990, comme je vous le disais, eh bien, c'est là qu'on a vraiment ressenti cette chute de population. Donc, nous avons décidé d'entreprendre eh bien, la rénovation de notre village. À l'époque, vous m'avez dit, quand on a préparé cette journée, une commune sans projet est une commune sans avenir, et j'ai bien aimé ce que vous disiez, parce oui. qu'on a retouché du doigt ce matin la nécessité d'avoir une vision pour oui. son territoire, sur des temps, il faut bien le dire, qui dépassent largement les mandats électoraux, mais la nécessité d'avoir une vision à long terme. Alors, quand est-ce que, parce que vous prenez vos fonctions en 1991, 90, pardon. On prend, c'est-à-dire qu'on regarde, élu depuis 1983, je voyais bien, moi, personnellement, que le village s'est tout fait, quoi. Hein, et donc, c'est en 95, après les élections, avec la nouvelle équipe municipale, qu'on a fait le choix de dire, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour la commune. C'était pas simplement rénover une école ou faire un centre de loisirs, etc. C'était quelque chose de global. Mais ça, je pourrais peut-être le oui. voir après. D'accord. Voilà, c'était simplement pour appuyer sur cette... Enfin, moi, ce qui m'a frappé dans votre démarche, c'est cette vision à très long terme, parce qu'aujourd'hui, vous vous projetez, même, bien au-delà, vous venez nous faire part de votre expérience aujourd'hui en 2014, mais vous avez déjà une vision pour dans 10 ans. Donc, c'était mon slogan, une commune sans projet est une commune sans avenir. Vous m'avez demandé la source. Il n'y a pas de source, c'est moi qui ai trouvé ça. En fait, c'est vous l'auteur. Pour les vœux du maire, en disant, pour stimuler la population, en disant, voilà, il faut avoir des projets et il faut aller de l'avant et vous verrez, on y arrivera. Très bien. Merci en tout cas pour ce message que vous allez nous proposer, et puis vous allez nous présenter ensuite comment vous avez procédé. Oui.
continuer ce tour de table donc, autour de contextes propres à des territoires assez différents. Donc, on a eu le témoignage là, de 2 communes. Maintenant, je vais passer la parole donc, à deux représentants de 2 parcs naturels régionaux. Donc, vous allez aussi nous présenter cette démarche. Alors, vous avez donc l'un et l'autre des démarches d'accompagnement à présenter. Donc, je propose à Pascal Desmoulins peut-être de commencer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, le contexte de l'accompagnement et de l'ensemble des actions que vous allez présenter tout à l'heure? Oui, avec plaisir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Bon. Non, ça va aller très bien comme ça. Donc, en fait, je vais te faire une petite introduction parce que le jeune architecte a posé une question qui me semble extrêmement pertinente. Pour aller sur les territoires ruraux, pour mobiliser les centres-bourgs, il faut qu'il y ait un projet de territoire. Ça ne sert à rien de les rénover si les habitants ne viennent pas, s'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de déplacement. En fait, il faut qu'on recrée un dynamique rural français. C'est d'ailleurs c'est ce qui fait la caractéristique du territoire français, l'origine de nos richesses. Donc, à mon avis, il faut être capable d'inventer ce projet de territoire. Et on est 2 collègues. Notre boulot, en fait, c'est de faire que ça toute la journée. Parce que les parcs naturels, vous n'êtes pas sans savoir qu'on se dote d'une charte. Et tous les 10 ans, tous les 12 ans, on se remet autour de la table et puis on réinvente un projet. Et en règle générale, ce projet est dans la continuité du premier. Mais en règle générale, tous les 10 ans, on a un nouveau cheval de bataille sur lequel on essaye de bosser le mieux possible. C'est des projets d'élus, c'est des projets qui touchent nos élus. En fait, nous, on est de l'ingénierie mis à disposition de ces élus. Et face à des questions, on se rend compte que le question du renouvellement de centre-bourg, il est à multi-échelle. On va pas poser les questions du paysage, on va poser les questions d'urbanisme, mais on va aussi poser la question du patrimoine, la question de la construction. Et en fait, il ne suffit pas de tirer un seul levier pour que ça marche. En fait, la grosse difficulté, c'est qu'il y a une multiplicité d'acteurs pour mettre en œuvre un tel projet. Alors, au sein de notre parc, on est 4 chargés de mission à travailler dans la cellule aménagement. Certains sur l'architecture, c'est mon rôle, et sur l'urbanisme plutôt opérationnel, mais d'autres sur tout ce qui est en amont, le travail sur l'urbanisme réglementaire, mais aussi tout le travail avec les pays et les SCOT, et d'autres personnes qui travaillent essentiellement sur le patrimoine. Et en fait, notre travail au quotidien, c'est se coordonner et mener des projets qui sont la continuité du premier projet, le suivant et ainsi de suite. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'articuler les échelles. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est une multithérapie. Il n'y a pas un seul sujet à lever. Il faut être capable d'articuler tous ces sujets ensemble. Alors, et juste pour finir, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est très à la mode, et je vais essayer de provoquer un peu la salle, il est très facile, et je pèse mes mots en disant ça, de faire de l'urbanisme aujourd'hui qualitatif, en faisant un écoquartier. Parce qu'on ne tire qu'un seul sujet, un seul acteur. Même en milieu rural. Faire l'extension au bout du village, maintenant on se poudre un peu du qualitatif là-dessus, on met un peu d'environnement là-dessus, ça peut être pas mal. Tandis que faire du renouvellement urbain, il faut que la municipalité l'ait anticipé. Il faut qu'on soit en relais avec les objectifs du SCOT. Il faut que les vrais acteurs, c'est aucun de ceux-là. Il y a que des élus ici, mais je vous le dis, c'est aucun de ceux-là. Tant que les particuliers ne se prennent pas en main, tant que monsieur tout le monde ne se dit pas qu'il est acteur par rapport à ces jeux-là, rien ne bouge. Donc à un moment donné, il faut aussi aller vers ceux qui font. Et ces particuliers-là, s'ils n'ont pas les bons acteurs en face, ceux qui ont l'acte de bâtir, le acte de rénover et des bureaux d'études pour les accompagner dans les bonnes démarches, rien ne bouge non plus. Donc c'est pas facile. Et on n'est pas en communauté urbaine, on n'a pas toute l'ingénierie, on n'a pas toutes les structures qui mettent tout ça en mouvement. Et qui ont du mal d'ailleurs, on peut en discuter aussi. Alors qu'en milieu rural, je parle surtout du milieu rural, tout ça, il faut aussi être capable de le faire. Avec les niveaux de complexité qui sont, à mon avis, encore plus importants. Voilà. Petite introduction pour que... D'accord, merci. Alors, donc vous présenterez les démarches d'accompagnement et les actions d'accompagnement que vous proposez au sein du parc des Vosges du Nord. Merci pour cette introduction. Jean-Luc Montex, peut-être faire un rappel. Moi, j'étais, pour ainsi dire, assez étonnée de trouver des compétences en urbanisme au sein des parcs, mais c'est parce que je ne connais pas les parcs. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit rappel, une présentation des compétences, et notamment en matière d'habitat et d'urbanisme des parcs. Vous êtes venu avec
des illustrations. Est-ce qu'on peut... Voilà, bonjour à tous. Je reprendre le mot que vous avez employé au tout début dans vos propos, c'est le mot expérimentation. C'est comme ça que vous avez présenté mon intervention. J'y tiens, c'est important, parce qu'on est vraiment dans l'expérimentation. Le rural a besoin d'expérimentation, parce que ça a été largement dit ce matin, mais on est obligé de trouver nous-mêmes des réponses à des questions qui se posent de façon très spécifique en milieu rural. Et donc sur la question de l'habitat, sur la question des centres-bourgs, on est vraiment, nous, dans une démarche d'expérimentation qu'on a menée en 2012-2013. Donc c'est évidemment sur cette démarche-là que je vais m'appuyer pour évoquer aujourd'hui la question des centres-bourgs. Donc comme Pascal Desmoulins l'a pas fait, je vais présenter la carte, puisque c'est voilà, le réseau des parcs, juste rapidement, hein, c'est 50 parcs maintenant. Nous situés, nous ici, là, quelque part ici, à côté de notre grand voisin, beaucoup plus connu que nous, des volcans d'Auvergne. Et Pascal, toi, tu es où? Moi, je suis dans le coin là-haut. Tu es quelque part là-haut. Voilà. Dans le coin en haut à droite. Voilà. Donc des parcs qui sont dans des situations très très différentes. Donc c'est ça qu'il faut dire aussi quand on parle de l'ingénierie et de l'ingénierie d'urbanisme dans les parcs, c'est que entre Camargue, qui a une ou deux communes, je crois, et nous, on est 162 communes. Vous imaginez que... Alors, les questions d'urbanisme peuvent ponctuellement être un peu les mêmes, mais les questions d'ingénierie sont forcément très différentes. Et globalement, à l'échelle nationale, la montée en puissance des missions d'ingénierie dans les parcs, elle date des années 2000, on va dire de la question de la loi SRU notamment, qui a repositionné très nettement l'urbanisme de projet au cœur des missions des collectivités et des parcs en général. Nous, les parcs qui ont trouvé leur compte dans cette question de l'urbanisme de projet, un peu plus que ce qu'on faisait avant, on va dire. Et donc petit à petit, les équipes se sont développées. Et puis c'est surtout le besoin exprimé par les élus locaux et les élus des petites communes, une diminution de la présence de l'État sur ces territoires, sur nos territoires, et donc en face une montée en puissance des besoins des outils mis à disposition pour les communes. Donc j'y reviendrai tout à l'heure parce que là aussi on expérimente, nous, une question d'ingénierie au travers de ce qu'on a appelé l'atelier d'urbanisme en Livre-la-Forez, c'est-à-dire le fait d'étoffer justement l'ingénierie au sein du parc pour les besoins des collectivités. Alors sur la question du pourquoi on en est venu à la question à travailler sur la question des centres-bourgs, deux, trois explications. D'abord, le projet de charte, c'est-à-dire que... alors, oui, je ne vous ai pas situé le Livre d'Aforez en Auvergne, mais vous connaissez Thiers, Ambert, La Chésieux. La particularité de ce territoire, c'est que 162 communes et une présence forte, une présence industrielle forte sur ce territoire. La métallurgie et les couteaux, notamment à Thiers, à Ambert, la tresse et le papier, le carton. Et puis la plus grosse entreprise, c'est Sanofi Aventis, quelque part entre Thiers et Ambert. Donc une présence d'emploi industriel très forte, et donc un parc qui traite à la fois des questions de patrimoine, évidemment, c'est sa vocation première, mais aussi des questions de développement économique, j'y reviendrai tout à l'heure, et notamment des questions d'accueil d'actifs et d'accueil de porteurs de projets. Voilà, et donc ce qui nous a amené au centre-bourg, c'est notre charte. Donc Pascal l'a dit, tous les parcs ont une charte, nous on l'a renouvelée en 2011, donc 2011-2023, et une montée en puissance de la question de l'urbanisme avec trois grands objectifs. D'abord, le fait de couvrir le territoire, 162 communes, on n'est pas au bout, de documents d'urbanisme réglementaire, avec une priorité aux PLU intercommunaux. C'est très clairement affiché dans la charte du parc. Il y en a 4 en ce moment qui sont quasiment au bout, et il y en a 2 autres qui sont en préparation. Donc c'est une dynamique on n'a pas attendu la loi Allure pour se mettre aux documents d'urbanisme intercommunaux, considérant que c'est maintenant l'échelle de projet. Et si on parle de PLU intercommunaux et si on parle de PLH, forcément, on arrive à la question du centre-bourg. C'est-à-dire si on travaille sur un projet de territoire sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de communes, c'est les petites intercommunalités chez nous, ben forcément, à un moment donné, se pose la question de la centralité et de là où on va privilégier, entre guillemets, les services et forcément l'habitat et le logement. Le deuxième objectif, c'est la qualité et l'exemplarité des projets. Et là, on avait aussi dans la charte du parc
très clairement mis comme priorité la question des centres-bourgs, donc essayer d'innover par le projet pour accueillir de nouveaux habitants centre-bourg. Et puis le troisième objectif, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la question de l'ingénierie territoriale. Voilà, et puis ce qui nous amène à travailler sur les centres-bourgs, c'est les deux photos qui parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire vous avez ici un des bourgs, on a travaillé sur 6 bourgs dans le cadre de notre opération, c'est le bourg de Courpierre, il y a à peu près 4000 habitants. Vous avez à gauche une vue du centre ancien, dense, avec des remparts en bas qui se sont écroulés d'ailleurs. Et puis en bas, à droite, une des extensions du même bourg de Courpierre. Voilà, ça parle à peu près, les photos sont parlantes en termes de consommation foncière. Et ce qu'on sait évidemment tous, c'est que c'est les produits qui sont en bas à droite qui attirent. Et donc la question qui se pose, c'est la question du marché. On est, nous aussi, sur le livre de la forêt, sur des marchés très détendus, comme on dit. Donc si on crée un appel à l'extérieur avec des produits qui répondent à toutes les attentes qu'on peut imaginer, de l'espace, de la place de la voiture, etc., etc., évidemment, on fragilise de plus en plus, à chaque fois qu'on mène une opération comme ça, on fragilise le centre-bourg de Courpierre. Et puis la deuxième photo, tout aussi parlante, c'est voilà, est-ce qu'on sait mener aujourd'hui des extensions qualitatives à côté d'un bourg, un fort villageois comme ici, qui a quand même voilà, des qualités patrimoniales. Et quand on voit ce qu'on sait construire à côté en termes de bâti et d'espace public, évidemment, on se dit qu'il faut peut-être repenser un petit peu la question. Et donc, voilà une série de constats qui ont été largement déjà abordés ce matin. Je vais passer très rapidement. La vacance, le délabrement du bâti, le maintien et l'accueil de populations avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les quelques photos. Et puis les différentes conséquences que ça a, donc là aussi des choses qui ont déjà été évoquées. Le surcoût économique, on n'en a peut-être pas assez parlé ce matin, notamment on a parlé des transports, mais il y a aussi derrière des modèles économiques sur lesquels il faut qu'on puisse travailler. La banalisation des paysages, question d'environnement, et puis l'affaiblissement des liens sociaux. Et voilà, c'est cette spirale qu'on connaît tous dans nos secteurs très ruraux qu'on a cherché à... Disons que pourquoi on a engagé ce programme, c'est pour essayer de mettre en mouvement un territoire. Mettre en mouvement un territoire, c'est-à-dire d'abord les élus, les collectivités, les partenaires et les acteurs économiques. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur la façon dont on essaie modestement de mettre en mouvement ce territoire. D'accord, donc vous nous parlerez donc de cette expérimentation que vous avez menée donc, avec la data notamment. On va revenir sur ces questions de coûts, sur les aspects juridiques liés aux documents d'urbanisme. François Lierman, est-ce que vous voulez intervenir, apporter déjà des premières remarques, contrepoints ? Merci, bonjour à tous. Après cette dernière diapo, c'est difficile de partir sur un pied positif, mais on va essayer. Je crois qu'il va falloir rebondir. Effectivement, le territoire, la campagne, les villages, etc. souffrent d'un certain nombre de symptômes. Ils ont été très clairement déjà dit ce matin. On peut se répandre, on peut aller dans n'importe quel séminaire, colloque, on trouvera les mêmes symptômes finalement. Donc comment on peut rendre attractif aujourd'hui ces centres-bourgs? Ils ont été un peu désertés, ils continuent. Certains sont déjà ghost town. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour les rendre attractifs, sachant que le système aujourd'hui ne permet pas trop ou ne trouve pas trop de solutions? Alors il y a différents niveaux d'intervention. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est déjà, on voit la difficulté qu'ont les maires. On a la chance d'avoir 2 maires ici ou un certain nombre dans la salle. C'est déjà les petits bras, excusez-moi, les petits bras des maires, jusqu'où peuvent-ils porter des projets aussi longs que cela, avec éventuellement le risque de l'élection suivante, etc. Donc effectivement, on sent que c'est un peu fragile tout ça. Vous portez aussi l'héritage du village, donc le point de départ, vous le connaissez certainement très bien, vous connaissez votre terroir, et pourtant il est dans cet état-là, c'est juste navrant. Donc partir avec des projets, ça a été dit, c'est essentiel. Sans ça, ça ne pourra pas fonctionner. Ensuite, les petits bras des maires, ça me paraît aussi être délicat, puisque ça a très vite des limites. Je pense par exemple que des organismes comme les parcs, on a la chance d'avoir 2 parcs à côté, certainement un certain nombre dans la salle, ont cette capacité de prendre du recul par rapport aux projets urbains ou dynamisation de territoire. Donc ils sont plus libres, je pense, politiquement aussi. L'ingénierie est certainement embarquée et ont une connaissance d'un
terroir. Je parlerai peut-être de terroir plus que d'un territoire proche, qui est aussi relativement intéressant, donc une autre forme d'unité, hein, d'unicité, et peut permettre effectivement de porter plus longuement ou tranquillement des projets, de vous libérer, je dirais, d'un certain poids que vous avez apporté au-delà de tous les autres. Bien entendu, c'est un métier ô combien difficile. L'autre difficulté dont il faut sortir, c'est l'héritage de nos 40 ou 50 dernières années, cette capacité à découper les thématiques, les cibles, découper le territoire en tranches de saucisson, faire du zoning. Donc on en est encore là, en gros, hein, quand même si ça s'appelle aujourd'hui écoquartier par endroit, ça reste encore du zoning qui ne représente pas pour moi la fabrication de la ville vraiment. C'est une portion de ville, c'est un quartier, c'est une opportunité foncière, ça a été dit tout à l'heure, mais quelle est l'ampleur ou la valeur du projet qui est caché derrière? Donc ça, effectivement, ce sont les différents sujets, je pense qu'on va pouvoir encore développer après, et comment ça a été traduit sur le terrain. Et le problème, c'est le terrain, justement. Donc on peut prendre la pelote par tous ses bouts, on arrive toujours à, je pense, pouvoir partager cette remarque avec la majorité d'entre vous, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois sur place, une fois qu'on a eu les très bonnes idées, qu'on a eu les subventions, qu'on est accompagné par une ingénierie de pointe. Qu'est-ce qu'on fait sur place exactement, et notamment avec les populations? Parce que là, la proximité des populations, on se connaît tous, on est tous des cousins dans la vallée, etc. On a une histoire très très proche, très commune, avec des relations qui ne sont inscrites nulle part, avec lesquelles il faut jouer malgré tout. Et donc, comment ce prototype de projet peut-il opérer de manière la plus sensible possible, hormis descendre auprès de l'habitant? Je dis descendre parce que souvent on les voit de très haut. Et effectivement, descendre auprès de l'habitant pour le considérer comme autre chose qu'un client, hein, pour une sorte de maison qui apparemment sont le rêve français, hein, c'est ce qui est servi par un certain nombre de constructeurs de ces choses-là. Je ne sais pas, on peut interroger ou proposer une autre offre. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut se battre et trouver, habiller un petit peu la mariée différemment. C'est pas grave, je vais le tenir loin. Je suis déjà malade de toute façon. Très bien, merci pour ces précisions. Et puis je vous demande de remettre comme ça en perspective tout au long de cet après-midi les différents propos qu'on pourra partager. Donc effectivement, nécessité donc ce sont des points d'ailleurs que vous soulevez qui ont déjà été abordés ce matin, mais ce matin on a aussi parlé de différence entre besoin et demande, et tout à l'heure on reparlera de concertation. Donc ça, je pense que c'est une question qui est vraiment importante, sur laquelle je vous propose de revenir cet après-midi, au cours de cet après-midi. Alors, en matière d'éléments déclencheurs, puisqu'on est sur des éléments de contexte, et avant de passer sur les démarches elles-mêmes, est-ce que, en matière d'éléments déclencheurs, est-ce qu'il y a des signaux forts que vous avez pu détecter? Peut-être Monsieur Perron, Monsieur Le Riche. Comment ça s'est, à quel moment vous avez vraiment pris la décision de rentrer dans la démarche cœur de village? Vous connaissiez l'opération, comment ça s'est passé vraiment concrètement au moment où vous décidez de rentrer dans la démarche? Monsieur Perron, vous l'avez dit, donc vous étiez déjà doté d'un PLU. Est-ce que vous pouvez nous redire, s'il vous plaît, à quel moment vous décidez de rentrer dans le cœur de village? Comment est-ce que vous avez connu l'opération? L'opération Cœur de Village, on l'a connue parce que c'est Monsieur Le Riche qui l'a initié apparemment. Donc c'est venu chez nous à nos oreilles en 2003. Parce qu'en 2003, on a eu l'opportunité d'acheter un gros domaine dont je vous parlerai après, là, par achat. Donc en traitant le PLU en même temps, on a dit on va faire cette opération-là. Elle a avorté. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on est reparti sur l'opération Cœur de Village dans des logements existants déjà pour les refaire, avec la perspective d'aménager les entrées de village comme c'est prévu, donc un logement minimum, on en avait 2, et aménager les entrées de village. Donc est-ce que je dois comprendre que vous avez connu l'opération Cœur de Village par un phénomène de bouche à oreille, ou en tout cas au sein d'instances où vous échangez entre maires de communes?
Oui, en échangeant par les maires des communes, bien sûr. Vous aviez entendu parler de Saint-Léger-sur-Dône? Non. Ah bon, d'accord. Là, maintenant. Enfin, avant quand même, oui. Mais avec des papiers aussi du conseil régional, hein, parce que quand on a voulu acheter ce domaine, on avait pris des renseignements, bien sûr, directement au conseil régional. D'accord. Voilà. Monsieur Le Riche, est-ce que vous étiez un maire ou une équipe municipale particulièrement à l'affût des opérations d'accompagnement ou notamment financiers ou techniques que pouvait proposer la région entre le moment où vous identifiez le problème, donc qui est le fait que votre commune est en perte d'habitants, vous essayez de vous vous dites il faut qu'on prenne en charge le problème. Voilà, comment ça s'est passé concrètement au niveau de l'équipe municipale? Ça a été fait parallèlement avec le conseil régional, je pourrais dire. Parce que, comme je le disais, après les élections, on voulait rénover notre commune, on voulait reconquérir des habitants, c'était un vaste programme, mais il y avait quand même une méthodologie, quelque chose à apprendre pour savoir comment on allait justement s'y prendre. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur du CAE de l'époque, le CAE de Saône-et-Loire, M. Fifre, et qui lui cherchait justement, c'était un peu son dada, de dire comment on ferait pour revitaliser les centres-bourgs. Et de ce fait, on s'est rencontrés et on a commencé à regarder ensemble et monter une méthode pour savoir quels seraient les travaux qu'il faudrait faire, les aménagements qu'il faudrait faire pour reconsidérer l'ensemble du bourg. Donc on a eu cette chance, je dis bien cette chance, de le rencontrer, et puis nous avons donc disséqué la commune. Nous avons pris tout ce que nous avions de bon, nous avons pris tout ce qu'il y avait de mauvais, et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que le mauvais devienne bon. C'est un peu cela. Et il y a eu une méthodologie, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais... Ça fera la transition avec la suite, allez-y. Donc, vous avez établi une méthodologie, pardon. Donc on a monté ce qu'on appelle un schéma local d'aménagement, le SALE, schéma local d'aménagement et d'environnement. Alors c'était en 1996 et on a fait ce schéma local d'aménagement était constitué d'un groupe de pilotage, c'est-à-dire qu'on a réuni la région, le département, la DDT, enfin les architectes, des gens qui étaient des services aussi, des gens qui étaient compétents pour nous donner des conseils. Et on a fait aussi un groupe de travail qui, lui, se réunissait plus souvent pour refaire le projet, pour continuer à faire le projet. Et à partir de là, on s'est dit, si on fait tout seul, ça ne va pas marcher. Alors, on a été chercher les habitants. On a fait 4 groupes de travail, 4 commissions. Il y avait une commission pour l'économie, donc on parlait d'artisans, d'artisanat, de commerce et de transport. Alors les réunions se faisaient le soir pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il y avait une quinzaine de personnes de la commune et on discutait le bout de gras, c'est le cas de le dire, hein, et qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc., etc., etc. Et puis, il y a eu 4 commissions de cette façon qui s'est réunies chacune au moins 3 mois. La deuxième, c'était l'environnement. L'environnement, c'est quand même très important dans une commune. Et cet environnement, bien, on a parlé du tourisme, on a parlé de la culture, on a parlé des jeunes. Et puis, l'urbanisation. L'urbanisation, 3e commission, c'était la traversée de la commune, c'était le cadre de vie, la sécurité et les places de parking. Les places de parking, c'est très important. Et puis, l'habitat, évidemment, et le logement. Donc, ces commissions ont travaillé. À partir de là, on a fait une synthèse. Et faire une synthèse, c'est pas évident parce que, d'abord, on n'est pas de métier. Et puis, il manque des éléments, c'est qu'il faut chiffrer. C'est pas tout de décider, de dire on va faire ci, on va faire ça. Il faut quand même regarder le porte-monnaie. Et donc, on a pris un bureau d'études lyonnais, où il y avait un paysagiste, un urbaniste et un économiste. Et ils ont repris toutes ces données qu'on avait récoltées aussi bien avec le conseil régional, le conseil général, etc., tous les participants au groupe de travail. Ils ont repris tout cela et ils en ont fait un document, un véritable document avec des fiches d'action. Donc tout était bien ciblé et il y avait une progression
à partir du moment où on commencerait l'opération. Alors, tout ça, ça s'est très très bien passé. Je ne vous dis pas la tête que je faisais quand j'ai vu le total en bas. Et j'ai dit, combien ça coûte? Comment? Combien ça coûte? Alors, je suis donc parti à la recherche de subventions, évidemment. Cher. Mais Et en me promenant au conseil régional, j'ai donc rencontré quelqu'un, directeur, qui avait vu passer mon dossier, qui m'a dit eh bien, est-ce que ça vous dirait de faire cœur de village avec nous? Ça s'est passé comme ça, hein, parce que le président, c'était Jean-Pierre Soisson à l'époque, avait dit je veux faire quelque chose pour le rural, je veux faire quelque chose pour les petites communes. Il faut qu'on leur apporte quelque chose de plus. Et donc, mon dossier a été retenu. Et à partir de là, eh bien, nous avons donc été le premier cœur du village qui a été réalisé. On signait la convention, c'était le 5 avril 1999, après présentation au service de l'État, préfet, etc., pour montrer ce qu'on allait faire, parce que quand vous avez besoin d'argent, il faut mieux récupérer tout le monde autour de soi, hein, c'est beaucoup mieux. Et à partir de là, eh bien, on a commencé cœur de village par des actions que l'on avait ciblées. On a fait un choix. Et peut-être qu'il faut que je m'arrête, non, pour... Bah écoutez, on va juste peut-être détailler ce que vous avez fait. Oui. Ma question, c'est combien est-ce que ça coûte cette étude diagnostique? Parce que vous dites, j'ai fait une drôle de tête quand j'ai vu la somme, mais finalement, j'ai envie de vous demander combien ça coûte, mais qu'est-ce que ça vous a rapporté aussi? Je déflore déjà la troisième partie de la table ronde qui est le bilan. Je vais bien vous répondre, mais ça va être en anciens francs. Hein. Mais c'est pas grave, on fera la conversion dans notre tête. Ah, mais c'était à peu près 2 milliards et demi de centimes, quoi. Merci, monsieur le riche. Mais si vous voulez, je peux... Non, mais la question, c'est à quel moment on investit de l'argent aussi pour se donner les moyens de construire un projet. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un dossier qui est quand même assez bien fourni, parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. En ce moment, je termine la dernière page de mon document. C'était la mairie, rénovation de la mairie, de l'accessibilité, etc. Puisque nous avons grandi en population, donc nous avons grandi aussi au nombre d'élus, au nombre du personnel. Donc la dernière action que j'ai faite, c'était en 2014, puisqu'on a inauguré ça il y a quelques semaines, c'était la mairie. Mais pendant ce temps-là, on a travaillé sur tous les thèmes que je viens de vous annoncer. C'est-à-dire qu'on a commencé par préférencier la jeunesse. On a dit, pour attirer du monde, d'abord, il fallait rénover 5 habitations pour avoir droit au cœur de village. Mais ça, c'était vite fait. Et après, on a travaillé sur la jeunesse. Après, on a travaillé on a montré donc un centre de loisirs. Avec garderie, etc. Une place du marché, la place Capitaine Giraud, c'est une place du marché où on a mis ce centre. On a installé un marché et on a fait construire 10 logements. Et avec un espace paysager derrière qui était juste au bord du canal. Donc, je ne sais pas si vous... Oui, c'est affiché derrière vous. En fait, on voit donc l'ouverture donc l'action sur le centre de loisirs en premier. Ensuite, la place du Capitaine Giraud. Il y a des photos qui vont circuler, qui vont être diffusées ensuite. Ensuite, c'est... On a travaillé sur le port. Alors, le port, le canal du centre, c'était un véritable atout. Hein. Et on avait fait une grande affiche pour que tout le monde le voit. Tout passe par le canal. Mais c'est vrai. Et j'ai eu la chance aussi, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, vous allez me dire. Mais c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un de Locabot, de la société Locabot, que vous connaissez certainement, et qui m'a dit, Monsieur le riche, Monsieur le maire, si vous faites le port, je vous amènerai des bateaux. Et on a topé comme les maquillons dans le temps, on a topé. Paf. Et je lui ai fait le port, nous avons fait le port, excusez-moi, avec les catoués, etc. On a même agrandi le port pour pouvoir retourner les péniches hôtels et les péniches de 39 mètres, gabarit Frécinet. Donc on a agrandi le port, on a tapé dans la butte, comme on dit, on a éclaté le plan d'eau et on a mis les catoués pour recevoir les bateaux. On a monté une capitainerie parce qu'il fallait bien accueillir les gens. Et puis on a fait à côté un bâtiment de soutien logistique où le Cabot répare ses bateaux pendant l'hiver. Et tout ça, ça a véritablement bien fonctionné. Le Cabot, le patron de Le Cabot a tenu sa promesse. Nous avons tenu la nôtre et nous avons donc aujourd'hui ce port avec 22 pénichettes
hein, qui se promènent le long du canal du Centre. Mais là aussi, il y a un retour sur investissement qui n'est pas négligeable. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, je ne sais plus, parce que ça remonte à loin. Mais il y a l'opération logement aussi. Je serais intéressée pour qu'on en parle, parce qu'ils sont en cœur de village. Ils sont au centre du village. Oui, trois lotissements, mais les lotissements avec pas quelque chose de serré, avec des terrains de 800 à 1000 mètres carrés. Et puis, nous avons eu la chance, encore de la chance, pour être sélectionnés par Voies navigables de France. Mais oui, vous rigolez, mais c'est vrai. Et on a reçu le prix spécial VNF avec les encres d'or pour les travaux qui ont été faits sur le canal du Centre. Alors vous venez sur le port là, d'accord. Oui. Oui. Les lotissements là qu'on voyait, ils sont situés où à Saint-Léger? Ils sont au centre de la ville. Oui. Les lotissements opaques, voilà, si on peut mettre. C'est basé au centre, là au carrefour vous voyez là où vous avez du. D'accord. Donc on voit en rouge. Oui, ils sont en rouge, c'est ça. Mais nous ne sommes pas arrêtés là parce qu'on a fait aussi les entrées de village. Les 4 entrées de village ont été rénovées pour marquer aux gens qui passent, hein, de dire voilà, on arrive dans une commune avec des entrées de village qui se respectent. Voilà. D'accord. Et puis donc la mairie donc qui vient d'être achevée, c'est ça? La mairie vient d'être achevée. On a réalisé une chaufferie bois avec réseau de chaleur qui alimente tous les bâtiments communaux, les écoles, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, mais ça c'est un peu la conclusion, je suis aussi président de communauté de communes, donc on a implanté la communauté de communes à Saint-Léger, avec un relais de service public, une maison médicale, un centre pour le syndicat des eaux, et donc cette chaufferie alimente aussi tout cela. D'accord. Alors vous me tendez la perche pour faire le lien avec une précédente journée que Bourgogne Bâtiment Durable avait organisée sur la gestion énergétique du patrimoine bâti des collectivités. Alors vous avez intégré finalement cette réflexion énergétique dans le cadre d'un projet plus vaste pour C'était pas prévu au départ. Pour la commune. C'est moi qui saute sur l'occasion, en fait. Donc, vous trouverez la publication donc, sur cette problématique de gestion énergétique qui va devenir de plus en plus prégnante aussi pour les communes. Donc, simplement pour vous dire que ces réflexions sur l'urbanisme et l'aménagement des centres-villes et villages est aussi l'occasion de réfléchir à cette facture énergétique qui va s'alourdir, probablement devenir donc, de plus en plus lourde pour les collectivités. Vous nous ferez part tout à l'heure du bilan finalement, et on parlera peut-être, je vous retitillerai sur la question du coût, parce que c'est une question qui est essentielle dans la vie d'une commune. Comment est-ce que vous avez fait pour financer tout ça, et qu'est-ce que ça vous rapporte aujourd'hui? Donc on parlera du foncier, etc., si vous voulez bien, tout à l'heure. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Perron, puis ensuite je reviendrai vers Pascal Desmoulins et Jean-Luc Montex. Alors, vous, Monsieur Perron, donc vous l'avez dit, donc en 2003, c'est ça, vous avez l'opportunité d'acheter un bâtiment qui était une ancienne maison de retraite. Comment ça s'est passé? Donc, cette démarche cœur de village. Donc là, on voit le château derrière vous. Voilà. Pardon, en plein centre du village, au milieu d'un parc de 1,51 hectare, et il y a un pavillon de 200 mètres carrés également, des garages en fond, etc. Et à côté à droite, la maison de retraite. Donc il nous avait été vendu, si vous voulez, par la Compagnie des Filles de la Charité, Saint-Vincent-de-Paul, qui ne le vendait à personne d'autre. Il voulait absolument que ça soit la commune. Et malheureusement, la préfecture de Paris, qui gère les congrégations, a relu le testament qui avait donné aux Filles de la Charité ce bâtiment, et il y avait une charge qui pesait dessus, donc il n'était pas vendable. C'était curieux, c'était comme ça. Donc on a fait des tas de dossiers, avocats, machin, etc. Et en 2011, on a réussi à l'acquérir, une promesse de vente, si vous voulez, sous bail amphithéotique, comme les baux amphithéotiques des hospices de Lyon, c'est-à-dire 99 ans. Ça laisse le temps de voir venir. Voilà, à 1 euro par an. Il ne fallait pas hésiter. Et ben, malgré ça, ça a beaucoup hésité. On m'a mis au tribunal et tout ça. Enfin bon, mais ça fait rien, ça. L'important, c'est que ça s'est fait. Alors, donc maintenant, nous avons ça avec un avenant
qui enregistre la vente, c'est-à-dire que le conseil municipal a délibéré, la vente sera effective 6 mois ou 1 an avant la fin du bail. Moi, je ne serai plus là, hein, peut-être vous non plus. Et au prix du jour où on a signé, c'est-à-dire depuis 2011. D'accord. Donc ça veut dire que dans 99 ans, cacahuète, quoi, ça ne vaudra plus rien du tout, et c'est très bien. Par contre, la commune vivra dedans depuis 99 ans. Donc c'est un sacré apport pour les gens. Dedans, on fait la mairie en rez-de-chaussée. La mairie, actuellement, est dans un bâtiment qui date de 1900. Toutes les communes savent comment c'est fichu, avec des plafonds à 5 mètres de haut, un escalier de 26 marches pour monter, avec les toilettes en bas. Il ne faut pas avoir une gastro. Et puis vous me disiez, il n'y a qu'une salle, hein, c'est ça, vous n'avez aucune confidentialité, vous, dans vos fonctions de maire. Si vous voulez, la salle de la mairie, qui est au-dessus de l'ancienne école, qui sert de salle communale, c'est une grande salle, avec un petit placard à archives, le bureau de la secrétaire, le bureau du maire, 3 tables pour le conseil municipal, point barre. Hein. D'accord. Donc vous allez installer la mairie. Donc la mairie va être installée au rez-de-chaussée de ce bâtiment qu'on voit. Donc les travaux sont quasiment finis, là, sur la photo qu'on vous propose. Là, non. C'est le début. Alors, c'est la première... D'accord. Donc avec un accès... On n'a pas de photo... Ça, c'est une façade arrière, c'est la façade qui est sur le verger. Donc on n'a pas le droit de toucher la façade. La rénover, oui, mais on n'a pas le droit de la toucher. On n'a pas le droit d'appuyer le bâtiment dessus. On n'a pas le droit de couper les arbres. Voilà, il y a beaucoup de charges. Vous avez des contraintes, oui, qui est propre au bâti existant, qui est une des spécificités. Par contre, aussi. On a tourné la difficulté, on est passé par l'autre côté. La façade côté rue, on a percé des portes là où il y avait des fenêtres. Là, comme vous voyez là. Les 2 portes qui ont été percées dans le corps central, donc ça sera pour la mairie. D'accord. Et au premier étage, donc, premier étage, 3 logements, c'est ça? Voilà, à droite, il y aura un logement au premier étage et un autre dans la tour forte qui est à droite. D'accord. Avec toutes les contraintes que ça, parce que les murs font dans le corps central environ 70 d'épaisseur, alors qu'il faut faire des linteaux, c'est pas... Et la tour, on n'a pas pu, les murs font 1,30 m d'épaisseur. Donc c'est un genre de construction Philippe Auguste, vous savez, l'empilement, on bourre au milieu, et puis on met un parement sur les côtés, et puis voilà. Donc par contre, ça a été pas mal réhabilité, on avait la pré-visite aujourd'hui, la pré-réception. D'accord. Donc, alors, vous faites l'acquisition de ce bien pour un euro symbolique, hein, je crois, c'est ça. Mais alors, vous récupérez un bien qui est quand même dans un état... voilà, c'est probablement pour ça, d'ailleurs, que les... Non, comme disait Monsieur le Riche, on a de la chance. Parce que ce bâtiment, il est inoccupé depuis 1993. Mais pas le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y a les filles, les dames qui sont à la maison de retraite à côté, qui avaient leur vestiaire. Donc le bâtiment a été chauffé. Je ne vous dis pas la facture pour la maison de retraite, hein, parce que vu l'ensemble du truc, elle chauffait tout, porte ouverte, etc. Donc le bâtiment est sain. Il était sain, donc là, on n'a pas eu trop de mal à les réparer. D'accord. On a fait de la déconstruction. On a enlevé toutes les cloisons, on a gardé que les refends. On peut voir peut-être l'intérieur, voilà. Voilà, ouais, on a tout tombé. Oui, c'est ça. D'accord. Là, les travaux sont en cours d'achèvement. Oui. D'accord. Vous réceptionnez quand? On va laisser passer les fêtes. D'accord. Janvier, début février, une fois que la plateforme de vente sera faite, parce qu'il y a l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ça va nous faire un sacré... Oui, ça sera bien, ouais, ça sera pas mal. D'accord. Je voudrais pas qu'on parle des difficultés quand même que vous avez rencontrées en tant que maire au sein de votre équipe municipale, parce que ça n'a pas été simple, cette affaire, notamment parce que je voudrais qu'on vienne là encore sur ces histoires de coûts, puisque c'est quand même le nerf de la guerre et que je voudrais pas qu'on passe à côté. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé dans en 2 tranches. C'est-à-dire que la première fois, donc, quand on devait l'acheter, on était obligé de faire des emprunts. On a fait 2 emprunts, gros emprunts, qu'on a été obligé de bloquer puisque la vente ne pouvait pas se faire, l'achat ne pouvait pas se faire. Et on en a profité pour bâtir une école avec cet argent-là, en attendant que l'affaire se dénoue. Et puis maintenant, pour recommencer, on a réemprunté une forte somme. D'accord. Ouais. Et c'était la seule manière de faire, quoi. Sachant que les petites communes comme la nôtre n'ont pas beaucoup de recettes. La recette, c'est l'impôt. Donc on a augmenté les impôts, qui n'avaient pas été augmentés depuis 30 ans. D'accord. 0,5, on n'a pas été non plus chercher bien loin. Et les appartements serviront à payer une partie de la nuitée. D'accord, donc c'est des appartements. C'est quoi comme type de logement que vous... Ce sont des T3. D'accord. 70 mètres carrés à peu près. D'accord. Vous avez des demandes déjà Oui, avant. Oui, bien sûr. Oui. D'accord, donc finalement... Voilà, ça va aller. Et puis là, on n'est pas dans d'autres exemples qu'on a pu voir ce matin.
parce qu'il y a quand même un parc aussi qui est accessible. Donc, est-ce que les habitants pourront utiliser les aménités on utilise déjà le parc, si vous voulez, hein, pour y faire, par exemple, les fêtes du 14 juillet, etc. Oui, bien sûr, on utilise déjà le parc. Je parlais pour les habitants. Les habitants, ils ont le droit de venir. C'est un parc, maintenant, c'est municipal. Hein. On va parler du rôle des espaces publics comme jardin de ceux qui n'en ont pas. C'est Monsieur Montex qui nous a proposé cette réflexion qui nous a bien plu dans la préparation de cette journée. Intervention de François Lierman. Je vous passe le micro. Puisqu'a priori, c'est mon rôle. Ce que je retiens là, pour faire la transition avec les amis du parc, souvent ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qui a été dit là, c'est que le point de départ d'un projet ou de passer dans un mode projet, pour vous en tant que maire par exemple, c'est, excusez-moi, je vais dire quelques gros mots, ou bien c'est une époque. Peut-être que dans les années 90, la planète n'était pas vue comme ça exactement. Je crois, me souvenir, hein, c'était différent, on raisonnait autrement, le système fonctionnait différemment, donc on partait plus dans des projets d'investissement plus facilement, d'expansion, hein. Je pense qu'on était un peu dans cette logique-là. Aujourd'hui, on peut revoir la chose légèrement autrement. Ça peut être un vent politique, des subventions, et hop, ça justifie le démarrage ça rend possible un petit projet. Ça peut être un événement ou une opportunité. Vous avez eu la chance d'avoir un truc à 1 euro par an. Bon, ça arrive pas très souvent. Effectivement, on peut le regarder autrement à partir de là. C'est un hasard. Hein. Donc, c'est ce qui déclenche là un projet. L'idée, c'est, si je reprends un peu la thématique de la journée, c'est pas forcément le projet unitaire qui existe parce qu'il doit exister là tout de suite. Donc, il est vrai dans son immédiateté, je dirais. Donc c'est le projet à plus longue échelle aujourd'hui dont il s'agit de traiter, donc d'aménagement de territoire. Donc tout de suite on sent l'épaisseur du temps qui va devoir jouer là-dedans et peut-être de la difficulté de sa réalisation. Peut-être aussi 99 ans après tout. On est aussi locataire de notre terre. Et je dirais pourquoi on se réunit aujourd'hui, peut-être on voit l'environnement aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, ou la campagne, ou vivre à la campagne, au village, on sent tous qu'il y a à nouveau une sorte d'attrait. Ah tiens, l'environnement, c'est pas si mal que ça, on l'avait un peu perdu de vue. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vivre là-bas, dans ce paysage-là, et puis flâner, etc., vivre autrement. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle chez vous, hein, vivre autrement, Pascal. Habiter autrement. Donc on voit effectivement qu'il s'agit de revoir la façon de vivre ou de consommer de l'espace. Donc comment on se met dans cette position-là et comment on peut intégrer des notions finalement qui nous dépassent, l'environnement ou la planète, très clairement, et comment on fabrique donc ce terreau pour des projets. Par étape, avant d'arriver directement au projet, je crois qu'il faut déjà préparer le terrain, donc le diagnostic. Diagnostic des lieux, vous le connaissez, mais il s'agit de le revoir sous d'autres facettes. Là, l'ingénierie est souvent pluridisciplinaire, donc il faut des paysagistes, des machins, des trucs, des bidules, etc. Donc c'est des équipes de foot qui peuvent débarquer effectivement et coûter très cher, je l'avoue. Mais il faut bien voir ça, que ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte à ce moment-là, puisque le jus de cervelle, il est très rentable. Et là-dessus, j'aimerais enfoncer le clou plusieurs fois, peut-être encore cet après-midi si c'est possible. Surtout, faites pas l'économie du bon jus de cervelle. L'état des lieux, donc effectivement, il y a des points faibles et des points forts qu'il faut essayer de détecter. Les points faibles, essayer de les gommer. Les points forts, essayer de les maintenir, surtout parce que ce qu'on remarque sur les territoires, c'est plutôt l'appauvrissement des territoires. Donc même si on a un point fort, déjà, est-ce que c'est du progrès que de maintenir son niveau de vie? Je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir aussi comme ça, c'est déjà pas mal, et de ne pas paupériser finalement nos campagnes. En Bourgogne, c'est un peu plus riche peut-être. Là où il y a du vin, ça va. On a une partie de vin aussi chez nous en Alsace, mais il y a d'autres parties où c'est beaucoup, beaucoup plus pauvre et l'équation se pose pas du tout de la même manière. Et pour habiter dans le village le plus pauvre d'Alsace, je peux vous garantir, on n'a rien et il faut beaucoup d'idées pour en sortir. On en parlera peut-être plus tard. Merci. Donc, on refait le lien avec des questions qui ont déjà été soulevées ce matin. Alors, la Bourgogne est une région qui peut peut-être être perçue comme une région relativement riche, mais il y a beaucoup de diversité et voilà, beaucoup de diversité de situations que j'espère on aura l'occasion d'aborder tout à l'heure à travers les échanges. Alors, je vais passer la parole à Pascal Desmoulins. Pascal, vous allez nous présenter donc, la démarche d'accompagnement que propose le Parc régional naturel des Vosges
Démarche que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans les cahiers de la construction durable en fin de cahier, voilà, page 12. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez proposé dans le cadre de votre mission? Tout à fait. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est une sélection, une action qu'on mène au niveau du parc pour le territoire. Donc, c'est plutôt des actions qu'on mène sur les logiques de renouvellement urbain. C'est un des axes forts de notre nouvelle charte actuellement. C'est un de nos projets de territoire. Donc, je vais vous parler du programme Habiter autrement. C'est un programme qui touche les habitants, qui met en relation les habitants, les artisans, les architectes, les bureaux d'études, les élus par rapport à des projets concrets. Après, je vais vous parler de notre projet autour de l'éco-rénovation, qui est le thème fort sur notre territoire. On a un patrimoine très riche, très très beau. On a les constructions que tout le monde sublime alsaciennes en pans de bois dans notre Piémont, malgré qu'on n'ait plus les vignes comme vous l'avez chez vous. Et puis on a aussi des constructions moins aimées qui sont sur le plateau lorrain, avec de belles constructions en grès des Vosges du Nord. Après, je vais vous parler d'une commission pré-permis. Parce que quand j'étais jeune, chargé de mission, on me demandait souvent de donner un avis sur les permis de construire. Alors, un sur deux était très bon. Alors, j'étais très surpris pourquoi je devais donner un avis sur un projet qui était très bon, mais souvent très contemporain, très renouvellement en termes d'image par rapport au territoire, et des fois sur des projets extrêmement médiocres. Et on avait du mal à bien structurer ce propos, sachant qu'aujourd'hui, l'évolution, l'instruction des permis de construire est un vrai sujet. Donc, c'est une question de compétences aussi. Donc, à mon avis, c'est là où il y a aussi les élus ont des choses à dire, peut-être des choses à monter. Après, il y a la question de l'urbanisme, parce que tant qu'on est sur ce que j'ai décrit tout à l'heure, un urbanisme un peu où on prend le champ du bout du village et on négocie avec un seul propriétaire qui est l'agriculteur du village le hectare pour faire son urbanisation, et qu'on n'a qu'un seul voisin, c'est pas très compliqué. Je caricature, je sais bien. Mais par contre, dès qu'on veut faire du renouvellement urbain et qu'on va mobiliser les dents creuses, ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire être capable de faire des petites opérations sur 25 arts, 30 arts, être capable de déconstruire une ferme, mais en déconstruire 2-3, garder ce qui est qualitatif et faire de l'urbanisme avec ça, c'est pas facile. Donc là, il faut à mon avis travailler sur l'urbanisme participatif. Je vais vous montrer comment on essaie de faire ça. C'est-à-dire mobiliser toutes les forces vives autour d'un tel projet, parce que sinon, le voisin sera le premier contre ce projet. Et après, je vais vous parler d'un démonstrateur. Alors, j'aurais pu vous parler de démonstrateur en termes de renouvellement urbain. J'ai fait le choix de vous parler d'un démonstrateur qui essaie de mobiliser les ressources du territoire et voir qu'on peut aller très très loin en termes d'innovation sur la façon de construire et la façon d'habiter aussi. Voilà. Donc on voit l'éventail. Revenez juste une diapo en arrière. Alors, je vous ai un peu provoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est important. On peut le faire pour les meilleures raisons du monde. François vient de les expliquer, pour la protection de la planète. Mais je crois qu'on le fait pour une seule vraie raison, c'est le bien vivre. C'est le vivre ensemble. Et à mon avis, et pour que ce gamin puisse se sentir bien. Et aujourd'hui, si on veut ne pas faire une grosse conurbanisation à l'échelle nationale, il faut être capable de se réinventer la densité. Alors ça fait peur à tout le monde. Vous avez dit, vous avez fait des lots à 10 arts, 12 arts. Ça, c'est ce qu'on pense être qualitatif pour être assez loin de son voisin. Mais moi, je pense qu'on peut faire du qualitatif en touchant le voisin. C'est-à-dire refaire de la commune, refaire du village, refaire une société. Et je pense que ça, c'est super important. Donc, du coup, il faut déconstruire le modèle. Alors, le modèle que je déconstruis, c'est le modèle du pavillonnaire. Il faut être capable de dire qu'on arrête de faire de l'urbanisme en faisant du pavillonnaire. Ce n'est pas un modèle rural, et ce n'est même pas vraiment un modèle urbain d'ailleurs. On peut se poser la question. Et c'est quelque chose d'assez récent. On nous fait croire que le modèle pavillonnaire, c'est traditionnel. Ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête en pensant que c'est le seul modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une chance énorme. C'est qu'il y a des choses à inventer là. Et donc, nous, notre rôle de parc, c'est d'aller innover sur ces thèmes-là. On peut passer à la diapo suivante. Non, juste avant. Alors, on essaie de coordonner tout ce qu'on fait. Alors, bien sûr, il y a la charte, c'est le projet de territoire qu'on a. On a comme objectif, quand on est territoires ruraux, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on veut vous rendre compte sur quoi on a innové, sur quoi on a été un peu différent. Donc ça, c'est aussi un autre rôle d'expérimentateur. Et après, nous, au niveau du territoire, même malgré qu'on soit en Alsace, on essaie de se doter des projets structurants, et alors on essaie de chercher des partenaires. On a nos amis allemands qui sont à côté, et celle de l'éco-rénovation, celle du travail sur le patrimoine. On pensait qu'ils avaient un coup d'avance sur nous, sur celle de l'isolation thermique des bâtiments, et ces questions-là. Et alors, quand on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de leur côté également. Je ne passe pas tout en revue, mais on prend aussi des opportunités pour aller chercher des financements, Interreg européens, aller chercher répondre à des projets, par exemple des PER,
ça nous permet de donner aux communes les moyens d'expérimenter. Parce qu'une commune en milieu rural, elle n'en a souvent pas les moyens. Alors, pas les moyens des fois techniques, mais ni les moyens économiques. Donc il faut, nous, en tant que techniciens, qu'on soit vigilants et qu'on soit capable d'aller mobiliser ces ressources-là pour notre territoire. Ça fait partie de notre boulot. Et c'est de plus en plus important d'ailleurs. On peut continuer. Voilà, donc ça c'était... Voilà, c'est important de le dire parce que souvent, vous parliez d'économie, mais il faut aussi de l'économie en amont pour pouvoir faire du bon projet. Oui, on parlera peut-être de la mutualisation des moyens et comment on peut, peut-être à une autre échelle que celui de la commune, reproduire des actions, notamment peut-être de diagnostic. Je vais le développer tout à l'heure sur le projet qui suit. Alors, le premier credo, nous, c'est de parler aux habitants. On ne fera pas de révolution, entre guillemets, douce, sans les habitants. On ne leur donnera pas envie d'habiter le centre-bourg si ce n'est pas leur vœu. Ça ne sert à rien de le faire s'il n'y a pas de gens qui ont une appétence pour ça. Donc ce qu'on organise, c'est des chantiers jeunes, ça c'est très simple, mais on fait des choses beaucoup plus vivants. On fait des cafés bavards, on fait des ciné-débats, on va dans des bistrots de village où on invite des paysagistes, des architectes, des urbanistes, des agronomes, des gens qui viennent vous parler, ou des artisans, j'oublie, souvent c'est des artisans, qui viennent de parler de leur savoir-faire, qui viennent de leur parler d'expérimentation, ce que vous faites là, mais à l'échelle des villages et à l'échelle de monsieur tout le monde. Alors, quand ça passe bien, on a 50 personnes dans le bistrot. Quand ça ne se passe pas bien et qu'on n'a pas été très bon en communication, on n'en a que 15. Mais je vous assure, ces 15-là, il y a toujours des gens qui ont leur propre projet, mais ils rencontrent des architectes, ils rencontrent des bureaux d'études, ils rencontrent des élus, ils rencontrent des artisans, et ça crée un réseau. Et ce qui est important pour nous, c'est ce bruit de fond autour des réseaux. Alors, ce programme Habiter autrement, il y a aussi des journées portes ouvertes, visites de rénovation du patrimoine, par exemple, où les choses qui sont le plus exceptionnellement faites sont visitables. Alors, par rapport à cette mission-là, on a des guides pratiques, théoriques, mais je vais y revenir tout à l'heure, qu'on distribue comme à disposition des habitants. Voilà, on peut continuer. J'ai la chance d'avoir 2 collègues qui travaillent sur le patrimoine, spécifiquement sur le patrimoine, et qui font du conseil architectural au patrimoine vers le grand public. C'est normal, le parc des Vosges du Nord est classé parc aussi pour son patrimoine, essentiellement pour son patrimoine. On l'oublie souvent, le patrimoine culturel est très important. Donc si on veut le préserver, il faut être capable d'aider les gens qui ont une bonne volonté d'y aller, d'avoir ces conseils de base. Donc elles ont édité un guide qui est pour nous la petite Bible, qui fait connaître nos patrimoines, à la fois sur sa structure spatiale, ça c'est important, souvent on la sous-estime, mais aussi sur la façon dont elles sont construites. Je vais en parler après tout à l'heure de l'énergie, mais nos patrimoines, et je pense que c'est la même chose en Bourgogne, la partie habitée, ça représente à peu près 1/3 des surfaces. Sachant qu'à l'origine, c'était de l'habitat, mais aussi de l'activité. Souvent on l'oublie, en milieu rural, l'activité était liée à l'endroit où on habitait. Et les 2 autres tiers qui restent, aujourd'hui, sont sous-utilisés ou pas utilisés. Et s'ils ne le sont pas du tout, s'il n'y a pas de valeur d'usage, à moyen terme, ils vont être détruits. Parce que personne va rénover une grange de 300 mètres carrés juste pour se faire plaisir. On ne va pas refaire la couverture tous les 35 ans pour se faire plaisir. Donc nous, on pense, par rapport à la question du renouvellement urbain, qu'on soit capable d'aller mobiliser ces patrimoines-là, d'être capable d'en faire quelque chose, et ce qui fera leur préservation. Donc il faut une vraie culture de travail sur ces espaces. Donc projet derrière, donc du conseil, et donc du travail même pour les bureaux d'études. Après, c'est très tendance, c'est travailler sur la rénovation, l'éco-rénovation. Vous l'avez très bien dit ce matin, on ne rénove pas un patrimoine comme on rénove une maison des années 70 ou comme on construit neuf aujourd'hui. Il faut qu'on ait des systèmes constructifs adaptés. Et souvent, la façon dont sont construits nos patrimoines sont liés à leur territoire, sont liés à des ressources. Donc ils ont des facultés propres qu'il faut utiliser. Il faut utiliser ces matières propres pour pouvoir les rénover intelligemment. Et nous, on pense qu'il peut y avoir, et c'est là que ça devient intéressant, des filières spécifiques sur la rénovation du patrimoine, donc de l'activité. Donc, fixer aussi des gens pour travailler sur les territoires. Donc on a un projet qui est un peu le projet sœur du projet Battant, spécifiquement sur les Vosges Nord, qu'on a mené avec nos partenaires allemands. D'ailleurs, c'est aussi le CT de l'Est qui a travaillé là-dessus. Donc c'est la même chose. Et notre guide que vous voyez là ne donne pas les recettes, ne donne pas les situations, mais explique une démarche. Parce qu'aborder la question du patrimoine, c'est une question de démarche. Donc en gros, c'est les bonnes questions à se poser, c'est ça? Alors c'est un peu les bonnes questions à se poser, mais c'est plus le déroulé. C'est ce qu'a expliqué ma collègue ce matin. C'est déjà être capable de faire un diagnostic patrimonial. Ensuite, c'est d'être capable de faire de la programmation, des études, de la programmation,
de l'exécution. En fait, c'est le basique du travail du maître d'œuvre, normalement. Hein. Donc tous les fils conducteurs d'un maître d'œuvre. Aujourd'hui, c'est pas au détriment des artisans, parce que quand c'est bien coordonné, quand c'est bien pensé, chaque artisan gagne du temps et en efficacité. Hein. Mais si c'est pas coordonné, on a une rénovation partielle et souvent mal articulée qui n'est pas du tout efficace. Rien de pire que de mettre en œuvre des rénovations qui ne sont ni efficaces et qui peuvent mettre en péril le patrimoine. Oui, je vous assure, si c'est très mal fait... Je me permets une parenthèse, parce qu'on a organisé tout récemment, début novembre, Bourgogne Bâtiment Durable a organisé un atelier sur la question des pathologies des bâtiments en rénovation. Et on commence maintenant à accumuler des retours d'expérience qui montrent qu'il est effectivement nécessaire d'avoir une approche globale et d'avoir donc une bonne concertation entre les entreprises de maîtrise d'œuvre. Je ferme la parenthèse. On va encore l'élargir. Cette parenthèse, on s'est rendu compte que lorsqu'on a mené ce programme Interreg, il y a le guide qui est sorti, mais ce n'était pas le seul objectif, c'était aussi de créer un petit forum, de créer un petit bruit et de mettre en œuvre une formation spécifique sur la rénovation et l'éco-rénovation. On fait une rénovation adaptée au patrimoine. Alors on a monté ça avec François Lierman, il est dans la salle, et on a monté ça très rapidement. On a eu 150 personnes de formées, alors qu'on a commencé la communication début juin, qu'on a les premières journées de formation, c'était fin juin. Et les gens étaient en vraie attente, alors que c'était une formation lourde de 2 jours fois 5 fois. Donc de 10 jours en fait. 5 cycles de 2 jours. Et donc pour les professionnels. Oui, professionnels. Mais, et justement, et là ça devient aussi intéressant, on nous a beaucoup critiqué par rapport à ça. Il n'y a pas que les professionnels à former. Il faut que ce soit les bureaux d'études, les architectes qui parlent le même langage, les maîtres d'ouvrage aussi. Parce que si le maître d'ouvrage est exigeant sur ce qu'il demande, il va comprendre, ou au moins il aura la grammaire pour mener à bien son projet, il aura un fil conducteur pour mener à bien son projet, et les artisans. Donc c'est tous ces publics qu'il faut être capable de mobiliser en même temps, même s'il peut y avoir des modules spécifiques pour d'approfondissement. Parce que là, on était sur des formations chantiers ou... Alors tout à fait, c'est ça. Alors il y avait des temps de visite avec, sur le patrimoine, une aide à la diagnostic. Ça correspond à une méthodologie. Il y avait des visites de chantier, mais aussi il y avait des travaux pratiques, il y avait des cours théoriques, et puis jusqu'au calcul, et jusqu'au chiffrage, avec un bilan global, coût-investissement, efficacité. C'est extrêmement important que ce soit vu de façon complètement transversale. D'accord. Ça, c'est mené par mes 2 collègues, avec François. Alors, autre action, oui. Alors, après, ça fait suite à la question des permis de construire et du qualitatif. Les Vosges du Nord se sont donnés comme objectif, dans l'ancienne charte, d'être couverts par des documents d'urbanisme à 100%. On est un territoire rural où il y a 111 communes et au fin fond des Vosges du Nord, être couvert par un document d'urbanisme, c'était extrêmement courageux. Donc on a rempli cet objectif à 96%, ce qui est très très bon, hein, mais ça ne permet pas de faire du qualitatif. Très peu. Ça permet d'éviter certaines grandes erreurs, mais tous les projets en construction sont rarement qualitatifs. De toute façon, les architectes, ils sont des gens extrêmement malins, voient les failles dans tous les documents, et le document d'urbanisme n'est pas obligatoirement la solution pour faire du qualitatif. Alors, vous allez me dire, c'est de la provocation, c'est pas possible. On a fait des voyages d'études à plusieurs reprises dans le Vorarlberg. Ils ont des documents d'urbanisme extrêmement fins, ça tient des fois en quelques pages, et ils font la meilleure architecture actuellement en Europe et certainement dans le monde. Ils ont des petits problèmes en termes de maîtrise d'étalement urbain ou de ce genre de choses, mais en termes de production architecturale, ils la font le mieux, à mon avis, au monde. De toute façon, si vous interrogez des architectes, c'est la Mecque par rapport à ça. En même temps, en mobilisant les ressources locales, en même temps en créant une dynamique entre les artisans et les acteurs locaux. Hein. C'est pas que du nombrilisme d'architectes. Alors on a essayé de faire la même chose qu'eux, on s'est dit on va monter une commission pré-permis. Alors là, ce que vous voyez là, c'est on a fait des malles de sensibilisation qui permet de rencontrer élus et architectes et d'avoir un débat en ce qui fait qualité dans la construction. En brossant toutes les échelles, je vais aller vite. Hein. Celle du paysage. C'est juste préciser que c'est une démarche en cours. C'est une démarche en cours, oui. Oui, d'accord. C'est une démarche en cours. Alors, ce qui permet de créer un débat, ce qui crée aussi une envie et de partage. Et ce qui crée aussi, ce qui est important pour nous techniciens, un vrai degré d'échange et qualitatif avec les élus et de confiance avec les élus à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, souvent, ils sont démunis. Ils nous disent, mais pourquoi vous trouvez qu'il n'est pas bon ce projet?
Alors il faut qu'on soit capable de l'expliquer. Alors là, c'était une balle pédagogique, voilà, où on brosse en revue la question du paysage, de l'environnement, de l'architecture, de l'énergie, de l'urbanisme, avec à chaque fois des maquettes, avec des mises en situation, des jeux de rôle. On analyse la construction d'un mur, son efficience thermique, mais aussi le degré de CO2 qu'elle mobilise ou pas, et ainsi de suite. Voilà. Ce que vous m'aviez dit quand on avait préparé cette journée, c'est que vous aviez senti qu'il manquait un chaînon en fait entre le document d'urbanisme dans son caractère juridique et puis de l'autre côté une demande ou des objectifs en termes de qualité de projet, mais que finalement il n'y avait rien pour faire le lien entre les deux, d'où ces commissions. Tout à fait. Et souvent le maître d'ouvrage est assez démuni. Il a envie de bien faire et dans le pire des cas, il est en face de quelqu'un qui lui propose un projet clé en main. Et on est en mutation, on passe plus du projet patrimonial mais au projet de produit. Il lui vend un produit, il faut être honnête, il fait que lui vendre un produit qu'il adapte plus ou moins bien à un lieu. Et ces personnes sont coincées, même si elles veulent bien faire. Donc c'est aussi un outil qui leur permet de poser les bonnes questions. Alors c'est encore la même chose, on ne donne pas de solution, mais on donne aux gens les moyens de poser les bonnes questions. Et souvent ça permet d'améliorer les questions, par exemple toutes bêtes, hein, le rapport à une pente, le rapport à un terrain qui est souvent complexe à gérer. Et quand on commence à le décortiquer par ce genre d'outils, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont capables d'y répondre, maîtres d'œuvre ou pas maîtres d'œuvre, hein, en tout cas de constructeurs. Et du coup, ça fait aussi évoluer le degré d'exigence du maître d'ouvrage, qui est souvent coincé, hein, qui lui, derrière, il est tout seul en train de se débattre, il ne comprend pas pourquoi on considère que ce projet n'est pas bon. Voilà. D'accord. Vous proposez plein de choses. Les guides que vous présentez, ils sont téléchargeables sur le site du parc. Ils sont téléchargeables sur le site du parc. Oui, on peut y accéder. On a un site dédié à tous ces guides où on retrouve l'ensemble de l'information. Ça s'appelle écorénové.parc-vosges-nord.fr. Mais je mets des petits éléments là, parce qu'on m'a dit il ne faut pas que je vous distribue les guides, sinon tout le monde va me sauter dessus pour les guides, c'est pas possible. Mais c'est Laurent Boiteux qui les aura, et c'est chez Laurent. Ah bah voilà. Alors Laurent Boiteux, c'est le grand blond qui est assis au fond à gauche. Là-bas, il n'a pas de chaussures noires, non. Voilà. Simplement, je suis en train de regarder si dans les cahiers de la construction durable, oui, il y a le lien qui est indiqué donc en page 12 des cahiers de la construction durable. Donc il y a plein d'autres choses, il y a des outils pour les particuliers, je vous propose qu'on avance, voilà, des outils. On a essayé de rationaliser ça avec une grille d'analyse où on peut noter les projets, parce que ça correspond aussi à la démarche qu'il y a dans le Vorarlberg. Hein. Souvent, il y a un écopass, oui. Souvent en France, vous mettez en œuvre une politique, vous avez X aides. Là, on essaie d'avoir relativisé toutes les aides pour avoir un certain nombre de points. On fait un bâtiment passif mal intégré, pourrait être considéré comme exceptionnel alors qu'il ne remplit aucun des autres critères, n'est bon que sur un des critères. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une vision transversale depuis l'échelle environnementale jusqu'à l'échelle de l'énergie, mais en passant par toutes les échelles, celle du paysage, de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction. Sinon, voilà. on déshabille Paul pour habiller Voilà, Jacques. c'est ça, tout à fait ça. D'accord. Voilà. On peut continuer. Il y a aussi des fiches, enfin il y a plein de choses. Hein. Ça c'est une fiche type, voilà. Ça c'est sur la question de l'architecture bioclimatique, voilà. Mais on passe, pour les gens qui s'intéressent, pour un débat. Et puis enfin, donc, vous avez les démarches participatives, et que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure avec les cafés débats, les ciné... c'est ça. Cafés bavards et les ciné-débats. Ciné-débats, oui, c'est important. Alors, on est de l'ingénierie mis à disposition des élus et en 2013, 3 communes se posaient la même question au même moment. On a une dent creuse d'une vingtaine, une trentaine d'arts. Dans un des cas, on a eu un refus parce que c'est à côté d'une gendarmerie qui vient se construire. Il y avait un projet promoteur et là, le lever de bouclier, non, c'est impossible, ça ne marche pas. Donc le maire était coincé, donc il voulait réagir, il a racheté le terrain. Et on avait 2 autres communes plus rurales qui se posaient la question au centre-bourg, comment les redynamiser, un peu par rapport à ce que vous avez dit, mais comment accueillir de la population. Alors vous allez me dire 25 arts, 30 arts. Les maires me disaient, on peut mettre 2, 3 maisons. Hein. Est-ce qu'on va faire un projet pour mettre 2 ou 3 maisons? Alors j'aurais dit, ça dépend où vous êtes. Certaines, dans un SCOT, on lui a demandé d'en faire un peu plus, une bonne vingtaine. Je lui ai dit, ça ne peut pas passer comme ça, il faudrait qu'on ait une réflexion. Alors on a mené des ateliers participatifs, où ça a procédé en plusieurs temps. On a fait un temps de sensibilisation. Ce qu'on fait là, on a invité toutes les bonnes volontés à venir débattre autour des questions. C'est quoi l'urbanisme aujourd'hui? C'est quoi les enjeux? Et après, on a fait des petits ateliers où on se retrouvait en groupe de travail, un peu ce que vous avez fait vous, pour construire le projet.
à l'échelle de qu'est-ce qu'on y allait y faire. Est-ce que c'est de l'habitat? Quel type d'habitat? Une fois qu'on a commencé à poser ça, quel type d'urbanisme? Est-ce que c'est une approche environnementale de l'urbanisme qu'on veut les mener? Est-ce qu'on voulait ouvrir d'autres activités ou d'autres services ou d'autres lieux? Dans deux projets, il y a même des jardins participatifs ou des vergers qui apparaissent. Et ce qui était intéressant, on a mené des diagnostics communs, on a fait des jeux de rôle pour porter la parole. Mais ce qui était intéressant, j'ai aucune diapo qui va le montrer, mais on a fait un atelier maquette et à un moment donné, alors, en tant qu'architecte, je ne savais pas si ça allait marcher, mais à un moment donné, tout le monde a joué le jeu et il y a une co-construction d'un projet. Alors que la question de la densité était la question qui, je pensais qu'on n'allait jamais relever, mais à un moment donné, comme on avait tous ces outils, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire du bifamiliel, l'habitat intermédiaire, la gestion de la voiture, et on a trouvé des solutions extrêmement innovantes. Et on a travaillé en petits groupes. Les conseils municipaux étaient intégrés, les riverains étaient intégrés, quelques porteurs de projets étaient intégrés, et on a sorti des projets qualitatifs, et on a même organisé une sorte de jury, ce qui a fait la trame du projet. Et aujourd'hui, les projets qui vont se construire sont des projets qui sont dans la continuité spatiale de ce qui a été imaginé. Et c'est très innovant. D'accord. On va passer à l'aspect bilan, retour d'expérience en troisième partie de la table ronde. Pardon. Ça permet de réinventer les modèles urbains. Je vous assure qu'au-delà du pavillonnaire, on peut vraiment inventer beaucoup de choses. On a lancé un concours d'idées sur l'habitat individuel dense avec des matériaux locaux. On a eu 13 réponses et des réponses très intéressantes, en même temps avec des logements évolutifs, parce que le parcours résidentiel aujourd'hui, même en milieu rural, il faut arrêter de rêver que c'est des maisons T6, T5 qui font le modèle de base. Il faut être capable d'accueillir sa grand-mère quand elle est plus vieille. Il faut être capable de dire, un jour, je vais peut-être travailler dans ma maison pendant 5 ans parce que j'ai envie de vivre autrement. Donc, mais il faut que je puisse le permettre. Donc ça, c'est aussi important. D'ailleurs, nos granges, nos espaces ruraux le permettaient. Il y avait une certaine polyvalence. Vas-y, vous pouvez continuer. Et alors, on l'a caractérisé par un concours qu'on a réalisé avec des matériaux locaux. Donc aujourd'hui, on réalise ces opérations d'habitat dense. On a construit 2 maisons qui vont être réalisées en hêtres, à la mêlée de hêtres. Alors on est en Bourgogne, je pense que vous avez aussi beaucoup de hêtres, des bois mal valorisés, qui ne sont pas encore utilisés aujourd'hui en structure. En tout cas, dans les Vosges du Nord, le coût au mètre cube, si vous voulez savoir, c'est pas très cher, c'est 50-70 € au mètre cube. Et c'est donc pas très bien valorisé, alors qu'on pourrait, je parle des hêtres, pas les plus belles grumes, hein, et donc du coup, on pourrait aller vers des bois structures avec une matière locale, et donc de la valorisation locale pour construire. Parce qu'aujourd'hui, dans les Vosges du Nord, et je pense que c'est la même chose en Bourgogne, pour construire localement avec nos ressources, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et si on veut avoir un bilan carbone global, si on veut mobiliser de l'activité localement, il faut aller vers ce genre de solution. Alors merci parce que on voit bien donc là, à travers ces différents projets comment on peut relocaliser aussi l'intelligence dans des actions de concertation, mais aussi là sur des projets démonstrateurs où on va essayer de faire monter en compétence des artisans localement, en respect aussi d'un patrimoine existant et donc dans une connaissance qui peut pas être partout la même puisque le. Je suis bavard, mais juste vous voyez là où il y a les panneaux solaires sur le hangar au milieu. Et de part et d'autre, vous avez de l'habitat. En fait, c'est une organisation sur cours, qui est une organisation extrêmement traditionnelle sur nos territoires, mais qui permet une certaine compacité. Donc, c'est quelque chose de très... On est sur de l'individuel, dense, qui réinterprète nos tissus urbains et qui font aussi des espaces très qualitatifs. Et aussi qui font des paysages qualitatifs. Parce que quand j'étais jeune, chargé de mission, la première fois qu'un élu m'a dit « Bon, maintenant, le lotissement est là, il faut faire le paysage autour parce que c'est moche. » Je me suis dit « On a loupé un truc. » Et c'est vrai, hein, c'est véridique. Donc il faut arrêter de faire ça, il faut être fier de ce qu'on montre. Voilà. Très bien, on verra aussi comment est-ce qu'on peut identifier des ressources sur des